Bonjour, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Nous revoici aujourd'hui encore pour commenter avec vous les informations de la semaine. La semaine a été marquée par le clash entre le président des États-Unis, Donald Trump, et le président de l'Ukraine, Zelensky. La question que nous nous posons après cette passe d'armes, quelles leçons l'Europe peut tirer de ces clashs, mais pas seulement l'Europe, nous aussi, la RD Congo, qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce qui s'est passé au niveau des États-Unis? Ce spectacle désolant a été décrié par beaucoup de gens qui ont suivi, d'abord parce que on dirait que Trump avait préparé le spectacle, il a invité, ce qui est rare, la presse pour assister à cette opération-là. Et nous avons suivi aussi que l'un des journalistes a eu le culot ou l'audace de déstabiliser le président ukrainien en commençant par lui poser la question pourquoi il ne portait pas un costume et que le bureau Oval était un bureau prestigieux, un bureau de la toute-puissance américaine. Il ne pouvait pas venir en cette tenue-là. Or, nous le savons tous que ce n'est pas la première fois que Zelensky arrive et visite les États-Unis. Nous tous, nous savons que Zelensky porte toujours cette tenue-là qui est symbolique. Et comme il l'a dit dans sa réponse, je porterai le costume le jour où l'Ukraine retrouvera la paix. Ce costume pourra être plus cher que le vôtre ou moins cher que le vôtre, mais au moins je porterai le costume. Donc, la question de l'habillement du chef de l'État était une question qui devait déstabiliser le président ukrainien et qui a répondu sagement. Donc ça, c'était le premier signe. Le deuxième signal, c'était que pour Trump, et qu'il a fait savoir à travers le monde entier, que Zelensky venait comme un petit enfant pour signer un accord sur les matières premières critiques et sur les terres rares de l'Ukraine. Et il évaluait ça à plus de 500 milliards de dollars, si je ne m'abuse, pour qu'il y ait intervention et soutien des Américains dans la guerre de l'Ukraine. Mais derrière cette déclaration de Trump, c'est que la signature de cet accord avait des conséquences. Première conséquence, c'était le retrait des troupes russes de l'Ukraine, des territoires occupés par les forces russes. Ça, c'était la première des conséquences. La deuxième des conséquences, c'était l'affirmation de la souveraineté nationale et de l'intégrité, de la souveraineté nationale et internationale de l'Ukraine en retirant les troupes russes des territoires occupés. La troisième conséquence, c'était la protection de l'intégrité du territoire ukrainien. Et les trois demandes-là, c'est exactement ce que nous vivons avec la RDC. Nous sommes un pays agressé comme l'Ukraine. Nous demandons au Conseil de sécurité des Nations Unies, à tous ceux qui soutiennent l'agresseur, au fait, les trois demandes posées par le président ukrainien. Donc, la démarche du président ukrainien rencontre à peu de choses près la démarche du président congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, qu'est-ce qui devait se passer logiquement? Mais on a trouvé que lorsque le président ukrainien, lorsque Trump a posé comme problème, a parlé de Poutine, de négocier avec Poutine, le président ukrainien a dit qu'il ne peut pas négocier avec un tueur de son peuple. Et ça a énervé le président Trump. Donc, pourquoi le président Trump a été énervé? Parce que simplement, Poutine, nous le verrons, le président Poutine résiste à l'OTAN. L'OTAN, c'est l'organisation militaire de l'Atlantique du Nord qui a aujourd'hui plus de 30 ans d'existence et qui est aujourd'hui presque affaiblie. Parce que l'OTAN a été créée pour empêcher une guerre en Europe, disons en Occident. Aujourd'hui, l'OTAN est presque rouillée, est presque, comment dirais-je, et n'a plus assez de force. Et d'ailleurs, c'est parce que Poutine a compris que l'OTAN ne pouvait pas réagir qu'il a attaqué l'Ukraine. Deuxième chose, Poutine veut annexer l'Ukraine. Exactement ce qui se passe chez nous.
une sorte de balkanisation qui ne dit pas son nom. Troisième chose, Poutine veut restaurer l'empire russe. Depuis que l'Union soviétique s'est désagrégée en 1989-1990, Poutine est revenu en 1999 avec l'idée de restaurer l'empire russe pour que la Russie, la Fédération de Russie, redevienne la première ou la deuxième puissance du monde. Quatrième fait, Poutine menace la sécurité de l'Europe. Parce qu'en annexant l'Ukraine, cela signifie que Poutine va pratiquement redéfinir son empire à partir des frontières de l'Union soviétique. Donc des pays comme la Pologne, beaucoup de pays qui sont aujourd'hui dans l'Union européenne ou dans l'OTAN seront annexés. Donc Poutine menace la sécurité de l'Europe. Mais l'Europe a l'obligation de soutenir l'Ukraine. Parce que l'Ukraine est comme un paravent, l'Ukraine est comme le rempart de l'Europe. Donc si l'Europe ne soutient pas l'Ukraine, les ambitions de Poutine seront effectivement mises en exécution. Exactement ce qui se passe chez nous. Si la communauté internationale ne soutient pas la RDC, nous avons vu que l'EAC a été complaisante. Si la SADC ne soutient pas la RDC, comme disait le président burundais, ça sera toute la région qui va être enflammée, qui va être désagrégée. Donc, nous avons presque le même problème, la RDC et l'Ukraine, face à l'agression du voisin. Mais la question fondamentale qu'on peut se poser, pourquoi Poutine et pourquoi Trump, qui est le plus puissant, qui fait trembler des présidents du monde entier, pourquoi il est proche de Poutine? Quelles sont les relations qui unissent Trump à Poutine? Pourquoi Trump est comme quelqu'un qui est adoubé par Poutine? C'est ça la question. Comment Trump peut considérer le président ukrainien comme dictateur alors que le monde entier, que le vrai dictateur, c'est Poutine? Alors, il faut comprendre cela, cet envoûtement de Poutine, parce que Poutine fait peur à Trump et une peur qu'il exerce, il exerce sur Trump un pouvoir genre envoûtement. Mais quelles sont les raisons que Trump, qui a une grande gueule, qui a une grande bouche, peut ne pas se retrouver quand il est en face de Poutine? Alors, selon certaines analyses, tout part de 2013. En 2013, Trump s'est rendu, il n'était pas encore président des États-Unis, c'était un homme d'affaires, toujours puissant. Il s'est rendu en Russie, assister à un concours de Miss Univers. Quand il arrive en Russie, Trump sollicite de rencontrer Poutine pour la construction de Trump Tower Moscou. C'est un homme d'affaires, il voulait construire son usine là, c'est-à-dire installer ses bureaux à Moscou, du nom de Trump Tower Moscou. Et Poutine a refusé. Trump a fait le pied de grue, Poutine a refusé de le recevoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Selon Jean-Bernard Cadier, qui a écrit un livre, le livre s'appelle Néron à la Maison Blanche, parlant de Donald Trump, il semble que durant le séjour de Donald Trump, Trump a été filmé avec des prostituées à Moscou. Et que les Russes gardent les images qui peuvent faire pratiquement scandale de Trump avec les prostituées russes. Et ces images-là font que Trump est pratiquement devenu devant Poutine comme un enfant. Vous savez ce qui se passe notamment même dans notre sous-région. Quand nous prenons le cas de la RDC, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui fait que tous les rebelles, tous les Congolais rebelles, depuis l'AFDL jusqu'au M23, surtout ceux qui ont quitté la rébellion, ils n'ont jamais dénoncé ou ils nous ont jamais dit ce qu'ils avaient vu dans la rébellion. Ils nous ont jamais dit ce qu'on leur avait demandé de faire. Ils nous ont jamais dit qui tuait les gens. Si j'ai bonne mémoire, à part Lambert Mende Omalanga, qui a écrit un livre, Sous l'œil du cyclone, où il relate ce qu'il a vécu dans ses relations avec le Rwanda. Tous les autres rebelles, ils peuvent être plus de 100. Ils n'ont jamais écrit ce qu'ils ont vu au Rwanda. Est-ce qu'eux aussi ont peur parce qu'ils sont comme envoûtés, comme Trump est avec Poutine? Est-ce qu'il y a des images assez scandaleuses qu'on garde pour tous ces politiciens? C'est la question que nous pouvons nous poser par rapport
à cette analyse que nous faisons sur la relation Trump-Poutine. Nous le voyons chez nous, ils peuvent être plus de 100, les rebelles congolais qui ont travaillé sous l'emprise du Rwanda, qui ont eu des grandes fonctions, des grands professeurs d'université, et ils n'ont jamais dénoncé, ils ne nous ont jamais dit ce qu'ils avaient vu dans les rébellions, ce qu'on leur avait demandé de faire, comment on est arrivé à tuer les gens. Donc voilà un peu cette comparaison que nous devions faire. Donc en 2013, Poutine, et plutôt Trump est à Moscou, il se laisserait filmer avec des prostituées. J'utilise les conditionnels, mais je fais référence au livre que j'ai lu de Jean-Bernard Tadier. En 2016, Poutine s'implique dans les élections américaines. Il y a 17 agences de renseignement américains qui font le rapport. Et le rapport parle de l'interférence de la Russie dans l'élection présidentielle américaine. Curieusement, c'est Donald Trump qui dit que non, toutes ces agences sont en train de mentir, Poutine ne peut pas interférer. Alors que les preuves étaient là, c'est comme ça que Hillary Clinton a pratiquement été battue. Donc, toujours sur cette pression sur Trump, Trump va refuser de reconnaître les rapports des 17 agences de renseignement américaines. Et ce qui est encore grave, sur demande de Poutine, Trump va révoquer le patron des FBI, Robert Mueller. Il sera révoqué sur demande de Poutine. Donc, on comprend que vraiment, Poutine tient Trump entre ses mains. Et que, quelle que soit la grosse gueule de Trump, quand il est devant Poutine, il ne parle pas. Et souvent, quand Trump est devant Poutine, il n'y a pas de témoins. C'est sans trace. Parce que Trump aussi a une position versatile, il change au gré des tempéraments, il fait des promesses à Poutine et il n'aime pas que les gens assistent comme témoins pour ne pas le trahir le lendemain. Donc, généralement, les causeries entre Trump et Poutine se passent à huis clos, sans témoins et sans trace. Et comme nous parlons de l'Ukraine, nous allons faire un saut vers l'Europe. Il faut aujourd'hui un réveil stratégique pour l'Europe. Le réveil stratégique signifie quoi? Pendant longtemps, l'Europe est tombée dans un sommeil cataleptique en espérant tout gagner des États-Unis. Nous l'avons vu même avec la crise RD congolaise. Il a suffi que les Américains, le département du Trésor américain, prennent la décision de sanctionner deux personnalités, James Kabarebe et Lawrence Kanyat. Il a suffi de cela que l'Union européenne aussi commence à parler de sanctions. Donc si les Américains n'avaient pas pris de sanctions, l'Union européenne allait se taire. Alors aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec l'alliance Trump-Poutine, que doit faire l'Union européenne? C'est ça ce que nous appelons le réveil stratégique de l'Europe. Nous parlons de l'Union européenne, mais il est mieux de parler du continent européen parce que, par exemple, la Grande-Bretagne n'est pas dans l'Union européenne. Alors, la première des choses, pour faire face à Poutine et pour ne pas se laisser avaler par cette guerre, l'Union européenne, doit continuer l'aide militaire à l'Ukraine. Il doit continuer d'aider militairement l'Ukraine. 2, il doit garantir la sécurité de l'Ukraine. 3, il doit maintenir le soutien militaire à l'Ukraine. 4, il doit créer une coalition de volontaires pour soutenir l'Ukraine. Ce n'est pas seulement l'Union européenne. D'ailleurs, dans la réunion qui a eu lieu dimanche en Europe, on a vu la Turquie qui a participé à la réunion, on a vu aussi le Canada qui est venu. Donc voilà, c'est ce que nous appelons, ou ce qu'on appelle la coalition des volontaires qui doivent aider l'Ukraine à faire face à la Russie. Et comme chez nous aussi, nous avons besoin de la coalition des volontaires. Malheureusement, quand on regarde autour de nous, nous avons 9 voisins. Aucun des voisins ne se met debout pour condamner l'agression rwandaise de la RDC. Tous nos voisins, Brazzaville, Angola, Zambie, et à part le Burundi bien sûr, tous les voisins, Centrafrique, Sud-Soudan, l'Ouganda, tout le monde s'est tué. Ils nous ont laissé les dossiers à nous seuls. Et on a besoin de la coalition des volontaires. Et donc, il faut réarmer l'Europe.
Et quand j'ai fouillé dans ma documentation, vous avez le budget, par exemple, de l'Europe, la contribution des pays, des budgets militaires. Par exemple, la Belgique contribue à 1,1% du produit national brut. Alors que Trump, dans les remarques qu'il faisait à l'Europe, il demandait que le budget puisse arriver même à 3%. Donc, les Européens doivent réarmer, doivent recréer l'industrie militaire pour faire face à Trump et aussi faire face surtout à Poutine. Parce qu'on ne sait jamais, Trump peut aujourd'hui abandonner l'Europe. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? La prudence, puisque les relations à travers le monde, ce sont des relations de force, le rapport de force. Aujourd'hui, Trump